Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Éric Chalifou. Je suis le rédacteur de Revue d'études autochtones, enseignement recherche amérindienne au Québec. Alors, avant de débuter, j'aimerais souligner que les terres sur lesquelles je me trouve font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles je me trouve aujourd'hui. Donc, bienvenue au lancement du premier numéro de Revue d'études autochtones qui a pour thématique le rapatriement et ses multiples dimensions relationnelles. Le numéro a été dirigé par Carole Delamour, qui est chercheuse associée au Musée national d'histoire naturelle à Paris. Il regroupe une dizaine de textes rédigés par plus d'une quinzaine d'auteurs et autrices. Je tiens personnellement à remercier Carole pour son professionnalisme et sa patience, son travail de longue haleine dans la réalisation de ce numéro. Je remercie également toutes les personnes qui y ont contribué et certaines d'entre elles sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui. Enfin, j'aimerais remercier nos partenaires, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines, le GRIAC, et le Centre interuniversitaire d'études et de recherche des autochtones, le CIRA. Donc, sans plus tarder, je céderai la parole à Laurent Jérôme, directeur de la revue. Merci. Eric. Merci Eric, merci Carole, merci à toute l'équipe. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, simplement, c'est sûr que c'est un numéro spécial pour plusieurs raisons. Non seulement parce que c'est la première fois qu'on aborde cette thématique-là dans un numéro de la revue Recherche amérindienne au Québec, rebaptisé, comme vous le savez, depuis janvier 2022, Revue d'études autochtones. Puis c'est en cela aussi que c'est un numéro assez spécial, puisque c'est le premier numéro de la revue d'études autochtones. Je vais pas m'étendre. Je pense que les gens ici présents comprennent un peu pourquoi on a décidé de lancer un processus il y a 2-3 ans maintenant, un processus de consultation qui a mobilisé, je dirais, une bonne quarantaine, cinquantaine de personnes, dont un comité qui était composé de différentes personnes membres des Premières Nations ici au Québec, des collaborateurs qui connaissaient et des collaboratrices qui connaissaient la revue, qui connaissaient l'histoire de la revue, qui fête ses 50 ans, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière. Et il y a plusieurs raisons à ce changement de nom. La première raison, vous la connaissez, c'est qu'on est quand même assez d'accord pour considérer que le terme utilisé depuis le début de la revue, c'est-à-dire le terme amérindienne, recherche amérindienne au Québec, aujourd'hui n'est plus adéquat, n'est plus pertinent et pose un certain nombre de problèmes heuristiques et en fait renvoie à une certaine conception de l'époque. Il faut quand même savoir, quand on reprend les premiers numéros de la revue, c'est toujours très intéressant de regarder les débats qui avaient eu lieu à l'époque dans le choix du nom. Et on était confronté exactement au même débat. C'est un débat qui n'a jamais fini à la revue, qui se poursuit encore, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, mais même le terme amérindien à l'époque suscitait beaucoup d'interrogations et de débats. C'était le meilleur terme, en tout cas celui qui faisait le plus consensus à cette époque-là. Et aujourd'hui, sur la base des consultations qu'on a menées pendant 2-3 ans, donc avec un comité composé de personnes autochtones, les membres du comité de rédaction, les membres du conseil d'administration, les abonnés également ont été consultés dans ce processus. On a eu plusieurs choix, plusieurs réflexions. On en est venu à décider de ce nom-là, Revue d'études autochtones, qui fait référence aussi à une volonté d'élargir un petit peu les questions traitées dans la revue, à un terme qui regroupe, en tout cas qui fait référence bien plus, selon nous, à cette perspective internationale des réalités qu'on veut toucher dans la revue. Même si c'est une revue francophone, on a quand même pour ambition d'élargir les numéros thématiques à des réalités d'autres régions du monde. Et dans ces autres régions du monde, évidemment, le terme amérindien ou amérindienne ne fonctionne absolument pas. On peut toujours critiquer l'emploi du terme autochtone, comme on peut critiquer de nombreux termes, mais selon nous, le terme autochtone s'inscrit dans une perspective internationale qu'on veut dorénavant mieux mettre ou plus mettre en valeur dans les pages de la revue.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à changer de nom. La société a également changé de nom tout récemment. Donc c'est un double changement important. Après 50 ans, les gens sont attachés aussi à un nom et ça, on le comprend. Mais je pense que c'était le temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la revue. Merci Laurent. Je vais enchaîner avec donc la présentation du numéro, mais avant tout, je tenais aussi à remercier Eric pour ton accompagnement et ta bienveillance en fait, donc tout au long du processus de révision et d'édition. Je pense que la revue te doit beaucoup et les auteurs aussi te doivent beaucoup et moi en tout cas je te dois beaucoup, donc merci beaucoup. Et je remercie aussi Laurent Jérôme qui m'a fait confiance alors que j'étais juste une toute jeune docteure en m'invitant à proposer justement ce numéro spécial sur la question du rapatriement, qui est justement plus que jamais au cœur des enjeux à travers lesquels se cristallisent les relations entre les peuples autochtones et les institutions culturelles et scientifiques. Comme on a pu le voir, notamment suite aux recommandations prescrites en 2018, par la commission Vérité-Réconciliation et aujourd'hui aussi suite au rapport de l'Association des musées canadiens porté à l'action, appliqué à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans les musées canadiens, qui propose des recommandations pour encourager et encadrer les démarches de rapatriement. Toutefois, je pense qu'il est important de ne pas oublier que les revendications au rapatriement ne sont pas nouvelles. Et il est parfois décourageant de constater que les recommandations ou les actions apportées en priorité sont parfois énoncées depuis des dizaines d'années. Et en cela, je pense que le rapatriement, finalement, permet de saisir avec une focale un petit peu resserrée l'ampleur des défis et des limites systémiques auxquelles les communautés doivent encore se conformer pour revendiquer le retour de leurs ancêtres et de leur patrimoine. Donc, ces démarches-là, elles illustrent de façon un peu plus générale qu'une véritable réconciliation ne peut avoir lieu justement sans entamer des actions concrètes visant la décolonisation des systèmes de pensée et de fonctionnement des institutions. Alors aujourd'hui, l'idée de l'événement, c'était surtout de proposer quelque chose d'assez informel pour favoriser les échanges. Donc, on pourra avec plaisir, dans la deuxième partie, discuter d'un plus grand nombre de sujets qui sont rattachés aux enjeux du rapatriement. Mais je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour présenter le numéro. Et parce que, parmi les innombrables angles d'approche par lesquels on peut envisager le rapatriement, celui qu'on a favorisé dans le numéro, c'est celui des relations. En effet, dans le cadre de la formation que j'ai eue, entre autres à travers le projet Nicaniche, qui était dirigé par Élise Dubuc, et auprès des Pequot-Gamilnout de Mashteuiatz, avec qui j'ai travaillé une petite dizaine d'années, mais également aujourd'hui dans ma pratique de recherche et de consultation sur les questions de rapatriement. Pour moi, c'est important de dépasser les idées reçues justement sur ces processus pour essayer de démontrer en quoi, loin de représenter une perte, les processus de rapatriement sont au contraire créateurs et initiateurs de connaissances et de nouvelles relations. Donc, on peut envisager évidemment les relations entre personnes humaines, donc les relations interpersonnelles, interprofessionnelles, interculturelles, entre les nations autochtones et le personnel des institutions culturelles, des institutions scientifiques, des ONG, des États, etc. Mais il y a aussi les relations au sein même des communautés, notamment entre les générations, comme le montrent certains des articles, mais aussi les relations avec des personnes ou des entités autres qu'humaines. Donc évidemment, on a la relation aux objets, par exemple, mais également la relation aux ancêtres que les objets véhiculent finalement, la relation au savoir, au savoir-faire, au territoire, etc. Donc, selon moi, revenir sur ces processus relationnels met assez bien en lumière les dynamiques de négociation, mais également les rôles et les limites des différents acteurs, ou encore la manière dont leur interaction influe sur la résolution des démarches de rapatriement. Et donc, cette perspective-là, donc cette perspective relationnelle, selon moi encore, elle permet de dépasser l'unique prisme de la dépossession, qu'elle soit envisagée donc, du point de vue des communautés ou des institutions culturelles, pour envisager le rapatriement à travers la reconstitution
ou la réattribution d'un sens et de connaissances qui sont à même aujourd'hui d'enrichir justement l'étude des patrimoines autochtones. Alors évidemment, bien sûr, il ne s'agit absolument pas de nier la nécessaire réparation justement des dépossessions culturelles que les peuples autochtones ont subies, ni d'être naïf quant aux défis et aux limites de ces procédures. Et pour cela, justement, je pense qu'il est important, entre autres, de pouvoir analyser et d'exposer le fardeau juridique et politique auquel est encore confrontées les communautés. Et plusieurs des articles de ce numéro en font justement part. Par exemple, aujourd'hui, personnellement, pour essayer de mieux cerner les enjeux auxquels sont confrontées les communautés, mais également le personnel de certains musées qui sont proactifs dans ces démarches-là, j'essaye de m'attacher à étudier les distorsions conceptuelles qu'on peut observer entre, d'une part, les normes et les catégories des lois et des politiques qui encadrent le rapatriement et les valeurs et les catégories autochtones auxquelles elles font référence. Et ça permet aussi d'envisager justement des voies de négociation et de médiation entre des réalités, finalement, des réalités culturelles et ontologiques différentes. Alors évidemment, les processus de rapatriement sont complexes et sont multifactoriels et leurs modalités vont varier d'un cas à un autre selon évidemment les contextes culturels, historiques, sociaux, éthiques, juridiques, etc. Et justement, je pense que le numéro il illustre une partie de cette diversité, d'une part à travers des voies multiples, donc qu'elles soient autochtones ou non autochtones, mais également dans la nature de ce qui est au cœur du processus de rapatriement. Donc, qu'il s'agisse des collections d'objets, des savoirs, des œuvres d'art ou même des ressources phytogénétiques, ou encore à travers la diversité des approches privilégiées, donc culturelles, artistiques, muséologiques, ethno-écologiques ou juridiques. Et cela même justement dans des contextes culturels et nationaux différents, donc qu'ils soient au Québec, mais aussi en Norvège ou au Pérou. Donc, je vais m'arrêter là en ce qui concerne la présentation du numéro, que je vous inviterai à aller lire, à aller consulter pour en apprendre davantage et dont on pourra reparler. Mais avant de passer la parole aux auteurs, il me tient à cœur de vraiment présenter l'œuvre de couverture du numéro. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Merci, Eric. Donc, cette œuvre a été réalisée par Thomas Siméon. Thomas Siméon, qui est un artiste Innu multidisciplinaire et autodidacte de Mashteuiatsi. Donc, il est particulièrement connu pour ses sculptures de pierre et de bois, mais il a également développé la maîtrise de techniques de sérigraphie, puis de gravure pour créer notamment de l'embossage et plus récemment des tailles de pierre gemmes pour la réalisation de bijoux, notamment avec des pierres de la région du lac Saint-Jean, telles que l'amazonite. Issu d'un milieu où les pratiques traditionnelles se sont transmises, Thomas a très tôt été initié au travail du cuir et de l'écorce de bouleau selon le savoir-faire hérité de ses ancêtres. Donc, il a écrit déjà 2 ouvrages à ce propos-là. Et l'ensemble de son œuvre est inspiré par l'univers mythique et légendaire des Pequot-Guilleminoot, autant que leur attachement à leurs territoires ancestraux. Donc, Thomas est avant tout pour moi un ami cher, ainsi que sa femme Louise Siméon, qui a travaillé entre 1987 et 2002 au Musée amérindien de Mashteuiatsi, notamment en tant que responsable du patrimoine Innu depuis 1997. Et donc, c'est vrai, tous les deux, et bon, au-delà de l'accueil qu'ils m'ont fait depuis le début, ils m'ont vraiment formée à l'étude et à la compréhension culturelle justement du patrimoine Innu. Et lorsque nous parlions avec Thomas de cette page de garde, de cette page de couverture du numéro, il a pensé que cette œuvre, qui est une sérigraphie rehaussée au crayon de couleur, était justement peut-être une des représentations pertinentes pour parler de cette question de rapatriement, parce qu'elle représente plusieurs aspects fondamentaux, notamment la transmission entre générations de savoir et de savoir-faire qui tendent à être restitués à travers certains objets. Donc là, sur cette œuvre, on peut voir Thomas Siméon et son père, Gérard Siméon, qui réparent leur canot d'écorce en arrière de chez eux. Donc là, je vais vous lire un court texte que Thomas a écrit pour l'exposition de cette œuvre-là au Musée amérindien de Mashteuiatsi il y a 1 an, dans le cadre de l'exposition « Le Pequawagami, du canot sur la rive au rempart des roches ». Donc, Thomas écrit « Mon dessin ne sort pas de mon imaginaire, mais bel et bien de faits réels. Par une belle fin de semaine de mai 1978,
mon père m'offrit la chance de travailler avec lui à la restauration de notre canot d'écorce, fabriqué à l'été de 1966. Je rêvais déjà de l'utiliser pour une expérience bien précise et ainsi l'immortaliser dans un petit ouvrage écrit sur le travail de l'écorce de bouleau que je réaliserai quelques années plus tard. Aujourd'hui, au 1785 rue Wiyachuan, l'atelier de mes parents existe toujours, seul comme un orphelin auquel il ne reste que les souvenirs des jours meilleurs. Le pommier, lui, est mort peu de temps après ses propriétaires. Les canots d'écorce, eux, pour l'un, il ne survivra qu'en photo et sur cette sérigraphie. Pour l'autre, il retournera au pays des rêves de son jeune créateur de l'époque. Leur kiosque de vente, lui, y garde un secret les souvenirs d'une grosse maison blanche, aujourd'hui 10 rue Wapekalau, juste au bas de la côte de l'église, et mon père y fabriquant le dernier canot d'écorce montagnais de la réserve. Il n'aura navigué que 2 fois sur les eaux du réservoir, le lac Saint-Jean, 2 fois sur la rivière dite la Croche avec un orignal à son bord et 1 fois pour le plumage de l'écorce à Chibougamau. Je n'aurais pas réussi à le sauver, juste réussi à prouver qu'il a existé. Donc voilà toute la poésie de Thomas et donc c'était important pour moi de présenter cette œuvre-là. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des articles et donc je tiens vraiment à remercier très chaleureusement les autrices et les auteurs pour leur riche contribution, mais aussi pour leur patience et leur compréhension justement de ces processus qui prennent du temps parfois. Et donc vraiment un grand merci. Donc je vais présenter les auteurs dans l'ordre d'apparition du numéro. Donc, le premier article du numéro a été écrit par Violette Loger, donc qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, Violette Loger est muséologue et juriste, est experte en gestion des collections, doctorante en co-tutelle à l'UQAM et à l'Université Sorbonne Nouvelle. Sa thèse porte sur les cadres et les enjeux de l'aliénation d'objets des collections muséales entre 1972 et 2020. Ces recherches sont subventionnées par le CRSH via la Bourse d'études supérieures du Canada via Vanier. Donc, je vais vous lire un texte qui a été rédigé par Violette. Donc voilà, je vais prendre, je me permets de lire ce qu'elle m'a écrit. Je m'appelle Violette Loger et je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui. Je suis l'autrice de l'article que vous trouverez page 17 de la revue, une analyse des discours écrits par les muséologues en lien avec la gestion des collections autochtones et publiée dans la revue Muse de 1980 à 2000. L'un des apports de ce panorama des discours et des pratiques muséales de l'époque est de prendre la mesure de l'évolution des mentalités de l'époque, mais aussi de ce qui a été dit et répété depuis plusieurs années, depuis même plusieurs décennies. L'article ouvre la voie vers les articles et l'entrevue qui suivent et se concentre sur les pratiques actuelles liées au rapatriement, notamment la diversité des approches et des actions, ainsi que les nombreuses limites et contraintes qui les caractérisent. L'écriture de cet article a été un véritable parcours initiatique pour moi. Aujourd'hui, je suis fière et je dois dire impressionnée de voir mon texte publié à vos côtés dans la revue d'études autochtones. Pour être franche, ma capacité à publier avec vous était loin d'être une évidence pour moi du début à la fin de l'aventure. Permettez-moi de vous faire part des raisons principales. Je ne suis ni anthropologue, ni autochtone, ni d'ici, ni véritablement spécialiste des rapatriements. Je suis muséologue et juriste, spécialiste de l'aliénation d'objets des collections muséales, c'est-à-dire des opérations par lesquelles des musées se départissent d'objets de leur collection. Je m'intéresse particulièrement aux cas d'aliénation controversée, vente de chefs-d'œuvre, restitution d'œuvres spoliées, rapatriement ou refus de rapatrier des restes humains. J'ai été invitée par Ricochet à faire une proposition d'article. En effet, le lancement de mes recherches avait été l'occasion de rencontrer et d'écouter pour la première fois plusieurs d'entre vous. Quelle formation! C'était en 2019. L'Institut du patrimoine m'avait fait confiance pour organiser une série de 5 rencontres consacrées aux restitutions et aliénations. La seconde rencontre m'a permis de collaborer avec toi, Carole, le GRIAC, le CIRA et d'écouter plusieurs collaboratrices du numéro spécial échanger sur le thème des rapatriements aux communautés autochtones. Si j'avais su que c'était l'élément déclencheur d'un side project au long cours, m'amenant quasi annuellement à me replonger dans une base de données de notes de lecture disséquant, analysant et contextualisant minutieusement 20 ans d'articles.
Si j'avais su que j'allais enfanter de la version finale du texte de la revue en même temps que de ma fille, Olive, qui a 2 ans maintenant, mais qui, faute de dormir plus de 3 heures d'affilée durant sa première année, allait m'obliger à choisir d'écrire plutôt que de dormir, c'est-à-dire puiser dans les ressources insoupçonnées, une légère folie pour sortir de l'ordinaire routinier mais essentiel qui accompagne la maternité. Si j'avais su que la revue allait paraître quelques jours après la remise du rapport de l'AMC Portée à l'action, qui fait le point sur les meilleures pratiques de gestion des collections autochtones dans les musées canadiens et encourage fortement au rapatriement. Ce que je sais maintenant, c'est que des projets ambitieux, multidisciplinaires, exigeants, peuvent mener à des résultats exemplaires, en l'espèce ce numéro spécial. Ce que je comprends maintenant, c'est que c'est la dimension relationnelle du projet, soit la confiance et la bienveillance de Carole et d'Éric tout au long de nos échanges, qui m'a permis de trouver la force incroyable de continuer. Merci. Voilà. Donc ça, c'était le petit texte de Violette. Et donc, qui rend compte vraiment de l'évolution des discours et de la rhétorique justement que les musées ont mis en place à travers une analyse très minutieuse des articles de Muse. Et donc, je vous invite fortement à aller le lire. On va passer au deuxième article du numéro. Qui s'intitule « Le rapatriement d'articles culturels autochtones détenus par des musées américains et canadiens », donc qui a été co-rédigé par Bradley Wiseman, Marie-Pierre Fouloum-Lavry et Michel Morin. Marie-Pierre Fouloum-Lavry est avocate et travaille au sein du bureau des affaires juridiques de l'Organisation internationale de police criminelle à Lyon. Elle se spécialise en droit international public et sa pratique est axée principalement sur le droit des organisations internationales. Bradley Wiseman est avocat et candidat à la maîtrise en théorie du droit à l'Université de New York. Diplômé de la faculté de droit de l'Université de Montréal, il a travaillé au sein de cabinets d'avocats spécialisés en droit constitutionnel et en droit autochtone et agit à titre d'auxiliaire juridique à la Cour fédérale. Michel Morin est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Ses activités d'enseignement et de recherche portent sur l'histoire comparative du droit public ou du droit privé, l'évolution des droits des peuples autochtones et le droit comparé. Donc, avant de laisser la parole à Bradley et à Marie-Pierre, je vais vous lire un petit texte d'introduction rédigé par Michel Morin, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc, voici le texte. De 2011 à 2017, j'ai eu le privilège de participer aux activités du projet Nikanishk. Ce programme de recherche université-communauté était dirigé de main de maître par la professeure Élise Dubuc. Comme l'expliquent Carole Delamour, Gabriel Paul et Julian Whitham dans leur article, en 2013, ce programme a permis à des Inuits de Mashteuiats et à des Anishinabés de Kitigan-Zibi de se rendre au National Museum of the American Indian de Washington afin d'étudier des objets provenant de leur communauté. La possibilité de présenter une demande formelle de rapatriement a alors été évoquée. Dans ce contexte, un exposé des règles pertinentes du droit américain présentait un intérêt certain. Marie-Pierre Fouloum-Lavry, alors étudiante dans le programme de Juris Doctor en Common Law nord-américaine, a donc rédigé une présentation générale de ces règles. En 2019, Bradley Wiseman a préparé une présentation de la situation au Canada qui a été joint au texte de Marie-Pierre afin de composer l'article paru dans le premier numéro de Revue d'études autochtones. Je les remercie tous les deux de leur excellent travail et je les invite à vous donner un aperçu de celui-ci. Donc, je vais laisser la parole à Bradley et à Marie-Pierre. Merci beaucoup pour l'introduction et merci aux organisateurs pour l'invitation de participer à ce webinaire. Alors, le cadre législatif canadien est largement incomplet et érige des obstacles pour les communautés autochtones qui demandent la restitution de leurs biens culturels. Il existe donc 6 types de règles juridiques qui comptent partiellement les vides juridiques au Québec et au Canada. Les traités modernes, la loi constitutionnelle de 1982, les lois et règlements des Premières Nations, le droit privé des biens et des contrats, la législation provinciale et la législation fédérale. En ce qui concerne les traités modernes, plusieurs traités modernes contiennent des clauses traitant du rapatriement, notamment l'accord du Nunavut de 1993 ainsi que l'accord des Nisga'a de 1999, en vertu duquel des centaines d'objets ont été rapatriés. Au Québec, les traités modernes prévoyant des règles sur le rapatriement
sont les traités des Inuits de Nunavik de 2006 et les traités conclus avec les Cris du Yuichi en 2011 et en 2017. Les droits issus de ces traités bénéficient d'une protection constitutionnelle en vertu de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Aussi, plusieurs Premières Nations ont adopté leurs propres lois et règlements visant à préserver leur patrimoine culturel, notamment la nation Piikani en Alberta et la nation Kamloops en Colombie-Britannique ont adopté des lois qui interdisent l'enlèvement de leur territoire des biens faisant partie de leur patrimoine culturel. Seuls la Colombie-Britannique et l'Alberta ont des lois et des règlements régissant le rapatriement des biens culturels autochtones. En fait, l'Alberta est la seule province à avoir adopté une loi cadre sur le rapatriement. La loi sur le rapatriement des objets cérémoniels sacrés des Premières Nations de l'Alberta établit une procédure juridique pour les demandes de rapatriement et vise en particulier le musée royal et le musée Glenbow. Cette loi a mené au rapatriement des centaines d'objets culturels. Au niveau fédéral, le cadre législatif régissant les rapatriements des biens culturels autochtones est largement incomplet. La loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels a toutefois permis à plusieurs Premières Nations, dont les Inuits de Nunavik, de rapatrier des biens culturels en octroyant des subventions à des organismes autochtones pour faire l'acquisition des biens culturels dont l'exportation a été bloquée par le ministre en raison de leur importance patrimoniale. Un projet de loi fédérale de 2019 aurait obligé au gouvernement à mettre en œuvre une stratégie nationale visant la restitution, le rapatriement des biens culturels autochtones. Mais malheureusement, ce projet de loi n'a pas été adopté. Toutefois, la loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2021 nous donne les raisons pour être plus optimistes pour ce qui s'en vient dans l'avenir. Cette loi reproduit le texte intégral de la Déclaration de l'ONU dans son annexe, dont les articles 11, 12 et 31 pourraient soutenir des demandes de rapatriement. Alors, en bref, sauf aux endroits où une disposition d'un traité moderne le prévoit expressément, le droit canadien n'offre aucune garantie aux peuples ou aux communautés autochtones qui désirent rapatrier des objets détenus dans les musées. Beaucoup de place est laissée à la bonne volonté des musées et à des négociations et des ententes individuelles entre les Premières Nations et les musées. Mais toutefois, le droit américain offre à cet égard une protection plus étendue et je passe la parole à ma co-autrice, Marie-Pierre Fleury, pour en parler. Merci. Merci beaucoup, Bradley. Bonjour à tous. Je me joins à mon co-auteur, Bradley, pour remercier les organisateurs du lancement. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de rapatriement d'articles culturels autochtones. Alors, l'article que j'ai eu la chance de co-rédiger avec le professeur Michel Morin, mon confrère Bradley, met effectivement en exergue les différences entre le cadre juridique canadien que nous a exposé Bradley et le cadre juridique américain en matière de rapatriement d'articles culturels autochtones. Alors déjà, ce qui ressort de l'article, c'est que le cadre juridique américain est beaucoup plus détaillé, à commencer par les textes législatifs, puisqu'il existe aux États-Unis 2 lois qui ont reconnu des droits aux communautés autochtones en matière de rapatriement. La première qui s'applique au Musée national des Indiens d'Amérique et au Musée national d'histoire naturelle, tous les 2 à Washington, et l'autre qui s'applique à tous les musées financés par le gouvernement fédéral américain. Et ces textes législatifs viennent préciser les conditions qui doivent être remplies pour que le rapatriement puisse avoir lieu. Et notre article expose ces conditions-là et la manière dont ces conditions ont été interprétées par les institutions créées pour veiller à l'application des lois américaines sur le rapatriement. Donc, je prends pour exemple les objets sacrés. L'ANAGPRA, donc une des lois auxquelles je faisais référence, et son règlement d'application définissent précisément ce qu'est un objet sacré
et ce qu'il va falloir démontrer pour obtenir son rapatriement. Donc, essentiellement, il va falloir démontrer 3 choses. D'abord, que l'objet détenu par le musée américain est un objet cérémoniel qui est requis pour la pratique d'une religion traditionnelle. Et en la matière, on sait qu'une grande importance va être accordée aux témoignages de chefs religieux autochtones. Deuxièmement, il va falloir démontrer l'absence d'un droit de possession du musée, à tout le moins faire un commencement de preuve. Et donc, il va falloir établir, en quelque sorte, la possibilité que le musée n'ait pas acquis l'objet avec le consentement de la personne ou du groupe qui avait l'autorité de le vendre ou de le donner. Et puis finalement, il va falloir démontrer ce qu'on appelle l'affiliation culturelle, c'est-à-dire le lien entre le groupe autochtone antérieur auquel appartenait l'objet et le groupe autochtone contemporain qui est à l'origine de la demande de rapatriement. Et cette fois-ci, il va falloir le démontrer par prépondérance. Autrement dit, il faut que l'existence de l'affiliation culturelle soit plus probable qu'improbable. Et maintenant, pour les groupes autochtones canadiens qui seraient en mesure d'établir cette affiliation culturelle avec un objet sacré détenu par un musée américain, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi américaine n'accorde des droits de rapatriement qu'aux communautés autochtones officiellement reconnues par le gouvernement fédéral américain. Alors, celles qui bénéficient du statut d'Indien. Et donc, nécessairement, ça exclut les groupes autochtones canadiens, à moins que le groupe en question puisse s'associer à une communauté autochtone reconnue par le gouvernement fédéral américain en démontrant l'existence d'une identité commune partagée, comme est parvenue à le faire la communauté Stolo en Colombie-Britannique, puisque cette communauté-là partageait autrefois un territoire avec la nation Nukchak aux États-Unis, mais aussi la même langue et certaines coutumes et traditions. Ceci dit, même sans pouvoir démontrer l'existence d'une identité commune partagée avec une communauté autochtone américaine, il ne faut pas hésiter à se lancer, puisque certains musées, et c'est le cas du Musée national des Indiens d'Amérique à Washington, vont accepter au cas par cas de rapatrier des articles culturels autochtones à des communautés qui se trouvent à l'extérieur des États-Unis, et ce, même si la loi américaine ne l'oblige pas. D'ailleurs, dans certains cas, il va être possible, voire plus facile, d'obtenir le retour inconditionnel de certains articles culturels autochtones si c'est fait en dehors du processus formel de rapatriement, pour la simple et bonne raison que certains musées veulent éviter de créer des précédents. Et donc, notre article donne quelques pistes de solutions alternatives à la demande formelle de rapatriement, mais aussi des pistes de collaboration avec les musées après le retour des articles, comme la numérisation 3D et la production de répliques. Et donc, j'en dis pas plus et je vous encourage à lire notre article si le sujet vous intéresse. Merci beaucoup à tous les deux. Et oui, cet article est vraiment la raison pour laquelle on l'a mis en... On l'avait mis en premier dans l'ordre d'apparition, c'est que justement, il permet de donner, enfin, après celui de Violette, il permet de donner justement d'avoir une meilleure connaissance du cadre juridique canadien et états-unien du rapatriement des articles culturels autochtones. Et je pense qu'à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les communautés, c'est vraiment quelque chose qui est important pour justement pouvoir entamer ces démarches-là, parce que c'est souvent des démarches qui sont assez nébuleuses sur le plan juridique pour les communautés. Donc, voilà, cet article est selon moi une bonne porte d'entrée pour les communautés. Le texte qui suit dans le numéro est une entrevue qui a été réalisée sur le parcours de Marie-Paule Robitaille par Laurent Jérôme. Donc, Laurent Jérôme, en plus d'être directeur de la revue et anthropologue et professeur au département des sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal. Et Marie-Paule Robitaille a notamment été conservatrice responsable des collections autochtones du Musée de la civilisation de Québec entre 1988 et 2016. Et depuis sa retraite, elle collabore régulièrement dans le réseau muséal autochtone, plus précisément sur les questions d'éthique et de documentation entourant les biens patrimoniaux des Autochtones du Québec et des Métis du Manitoba.
Elle a brièvement siégé au CA de l'Association des musées canadiens en 2021 et elle siège au Conseil sur la réconciliation de l'AMC depuis sa création. Donc, je vais vous laisser la parole, peut-être pour soit présenter l'entrevue, soit nous faire part de votre perspective sur ce texte. Bah, je vais laisser la parole tout de suite, enfin pas tout de suite là, mais je vais déjà mettre en contexte un petit peu l'entrevue et puis laisser la parole à Marie-Paul. C'était surtout pour donner un petit peu la généalogie, l'histoire de cette contribution. Marie-Paul et moi avons été collègues, donc je travaillais au Musée de la Civilisation avant d'arriver à l'UQAM en 2012. Puis Marie-Paul, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était au Musée de la Civilisation. Et je trouve intéressant quand même de pouvoir avoir le point de vue donc d'une personne qui a développé des relations de confiance, qui a fait un travail clérical monumental pour le rapprochement avec les Premières Nations dans le contexte d'une institution muséale paragouvernementale. Il faut savoir que le Musée de la Civilisation est un musée d'État et qui a développé bien avant l'heure un certain nombre d'initiatives et de projets qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la décolonisation des institutions. Et je trouvais intéressant de voir un petit peu avec Marie-Paul refaire un petit peu un tour d'horizon de son parcours, mais aussi des différents projets qu'elle a portés. Et donc, c'était pour ça qu'on voulait vraiment mettre en valeur tout le travail de Marie-Paul à l'intérieur de ce numéro-là. Donc, Marie-Paul, je te laisse la parole pour revenir un petit peu sur les différentes thématiques que tu as abordées peut-être rapidement dans l'entrevue. Alors, bonjour. Puis, bon, je n'irai pas en détail dans les anecdotes qui sont apportées dans l'entrevue parce que c'est vraiment une fraction de ce qui a été fait au cours des années. Moi, j'ai commencé à travailler dans les musées en 1974, toujours avec les collections autochtones. Parfois avec une certaine polyvalence, parce qu'à l'époque, on faisait un peu de tout. Mais j'ai eu la chance de voir des collections absolument phénoménales. Et aussi, parce que très jeune, j'ai travaillé dans les communautés autochtones, j'ai quand même eu cette chance de pouvoir voir vraiment tout l'effet de dépossession, de manque de, du manque de proximité avec les objets patrimoniaux qu'avaient de nombreuses nations, de nombreux gens que j'ai côtoyés. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler en conservation, ce qui m'a donné des outils absolument phénoménaux, des accès, etc. Alors j'ai essayé tout au long de ma carrière de donner cet accès aux gens que je côtoyais dans les communautés, de leur dire que les portes étaient ouvertes. Parce que quand on est dans une communauté, quand on est même dans les milieux urbains, on ne sait pas toujours par quel bout commencer, à quelle porte frapper, qu'est-ce qu'il faut demander. On arrive souvent vers des protocoles infinis, questions de démarche, de formulaire, de ci, de ça, et parfois juste l'éveil de pouvoir voir, de pouvoir toucher, de pouvoir constater les traces qui ont quand même été conservées au cours des années et de redécouvrir que ces objets appartiennent à un territoire, appartiennent à des gens, appartiennent à une histoire. Alors moi, ça a toujours été ça ma priorité, de donner accès, d'écouter, et en écoutant, de voir un peu quelle innovation on pouvait avoir pour pas nécessairement toujours contourner les protocoles, parce qu'on était pris avec certaines démarches, etc., mais de savoir comment on pouvait travailler avec ce qui existait, avec les contraintes qu'il y avait, mais pour un peu briser le moule et carrément
travailler avec la priorité des nations ou des particuliers qui cherchaient à se renseigner, de mettre ça de l'avant en tout temps. Et puis, malgré tout, dans le milieu des musées, on ne fait pas que ranger sur des tablettes des objets. On essaie de comprendre ce qu'on a devant nous. Parfois, il y a des générations de collectionnements qui se sont faits dans certaines institutions. Souvent, et ce qui a été le cas au Musée de la Civilisation, souvent, c'était une cumulation de différents types de collections, de différents types de collectionnements qui se faisaient. Et pour arriver à comprendre, à rendre cohérent et avec l'histoire de certaines nations ou avec les demandes qui nous venaient, de démystifier d'où sortaient ces objets, comment ils s'étaient rendus où ils étaient. Et la seule façon de faire ça, c'était de parler aux gens d'origine ou d'essayer de trouver l'origine de ces biens. Il fallait aussi ne pas travailler de manière cloisonnée, il fallait travailler de manière interdisciplinaire et aussi de faire comprendre les outils qu'il y avait du côté de la conservation pour arriver à démystifier certaines choses. Je me souviendrai toujours, en guidant une partie de l'étude de Jonathan Lenné sur les wampum, de lui faire voir qu'en allant analyser en laboratoire certains fibres composants de wampum, on découvrait justement de quelle plante venaient ces éléments, ou de quel cuir ou de quelle peau avait été dressée ou soutenu les perles, quelle perle, la qualité de la perle aussi qui faisait voir l'ancienneté d'une perle artisanale versus une manufacturée. Et c'était un éveil qui nous ramenait au territoire aussi, parce que quand on est rendu du côté des plantes, du côté de l'origine des matériaux, etc., alors de mettre ça en action aussi pour les gens avec qui j'échangeais sur les collections, les gens des communautés, ben, ça a toujours été très fructueux, autant pour eux que pour moi, parce qu'on découvre en allant des perspectives vraiment très méconnues pour les gens des musées, mais aussi on redonne une appartenance aux gens de la communauté. Ils arrivent à se réapproprier de ce qui les concerne, de leur parcours, parfois de faire des liens sur comment les objets se sont rendus où ils sont. En tout cas, tout ça pour dire que ça a été, depuis 1974, un long parcours d'échange, de partage de connaissances et de prioriser la bonne perspective et d'essayer de mouler les directives administratives, d'essayer de déconstruire, si on veut, ce qui était trop rigide et qui freinait l'accès, et aussi de faire des actions qui permettaient de retourner des biens dans les communautés d'origine autant que possible. En tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais voilà, en gros. Là, Merci beaucoup. je continue quand même à travailler avec certaines nations sur des dossiers de rapatriement. Souvent au niveau de la documentation un peu moins habituelle par rapport aux objets, vu que j'arrive à comparer les collections, à en déterrer à force d'en avoir vu au cours des années, à créer des liens. Et puis maintenant, je voudrais prioriser de sortir de l'ombre plusieurs de ces collections, là où il n'y a pas eu nécessairement de demande, mais où j'ai des connaissances qui pourraient faire avancer certains cas de rapatriement aussi.
En tout cas, en gros. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. On aura peut-être le temps tout à l'heure de reparler de tout ça. Excusez-moi. Je vais maintenant présenter l'article suivant. Donc, en fait, Edgar Blanchet devait venir nous présenter cet article, mais finalement, il a eu un contretemps. Donc, l'article qu'il a coécrit avec Geneviève Trévoux et Jean-Nicolas Plourde. Donc aussi, je vais vous présenter le résumé et les grandes lignes de leur article, qui est aussi très important puisqu'il appuie véritablement le point de vue et les démarches qui ont été menées et qui continuent d'être menées par la nation des Wabanaki. Donc, Edgar Blanchet est chargé de projet en anthropologie sociale et culturelle au bureau du Ndakina, du Grand Conseil de la nation Wabanaki, et enseignant en anthropologie au collégial. Geneviève Trévoux est archéologue au bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Wabanaki et professeure associée au département d'histoire de l'Université Laval et au Centre Eau, Terre, Environnement de l'Institut national de recherche scientifique. Jean-Nicolas Plourde est candidat à la maîtrise en histoire, Université Laval, et historien au bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. L'article d'Edgar Blanchet, Geneviève Trévoux et Jean-Nicolas Plourde, qui s'intitule « Le patrimoine archéologique de la nation Wabanaki, des objets animés par des significations multiples », point d'interrogation, analyse les processus de rapatriement des collections archéologiques à la lumière du contexte culturel et social de la nation Wabanaki. Les auteurs relèvent la façon dont la signification des collections archéologiques se constitue à travers des relations, notamment des relations coloniales, et les effets de ces dernières sur l'interprétation des identités culturelles. Les auteurs mettent tout particulièrement en évidence les défis éthiques et conceptuels relatifs à la démonstration d'une affiliation culturelle, notamment quant aux relations entretenues avec les concepts de nation, de territoire et de frontières. L'article explicite concrètement les raisons pour lesquelles les revendications territoriales des Premières Nations ajoutent à la complexité des démarches de rapatriement et de facto pourquoi il est nécessaire d'y faire intervenir une meilleure compréhension des dynamiques internationales. Alors, le bureau du Ndakina, du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, a développé un protocole de gestion du patrimoine archéologique. Ce protocole se positionne en réaction aux abus passés et présents dans la gestion du matériel archéologique sur le territoire ancestral de la nation. Donc, l'article présente les défis auxquels le bureau est confronté et illustré par 3 cas de figure. Donc, les limites du rapatriement d'objets situés sur la portion états-unienne du territoire ancestral, l'enjeu des archéologues amateurs et de la constitution de collections privées, et troisième étude de cas, le cas du rapatriement d'une collection provenant d'un site funéraire Wabanaki. Donc, ces exemples les mènent à affirmer en fait, que la vie des objets se poursuit bien au-delà de leur abandon dans le sol. Leur muséification constitue parfois leur mort sociale, mais une vie symbolique persiste, car ce matériel devient vecteur de revendication et de reconstruction symbolique. Les objets sont porteurs de savoir et ils sont centraux à la construction identitaire des groupes et des individus. De plus, dans le contexte précis des nations autochtones, ils occupent un rôle de médiateur et sont sujets à diverses formes de politisation. Comme les auteurs tentent de le démontrer en ancrant cet article dans l'expérience récente de la nation Wabanaki, les objets peuvent être instrumentalisés simultanément à diverses fins. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les démarches récentes et croissantes de rapatriement du matériel archéologique et ethnologique, un concept qu'il importe de considérer avec beaucoup de vigilance. Donc ça, c'est pour la contribution justement donc des démarches de rapatriement qui sont effectuées par la nation Wabanaki. Et donc cet article est vraiment, selon moi, vraiment important puisqu'elles permettent de mettre en lumière justement ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, au niveau des politiques et ou des lois de rapatriement et comment est-ce que les communautés sont amenées par des stratégies multiples à devoir répondre justement aux injonctions qui sont imposées par ces politiques ou ces lois de rapatriement. Le texte qui suit est un article qui a été écrit par donc Jelena Porsanger, qui est une chercheure sami, qui a obtenu un doctorat en histoire des religions et recherche sami à l'université de Tromsø, en Norvège, ainsi qu'une licence de philosophie de l'université d'Helsinki, en Finlande. Donc, Jelena ne pouvait pas être présente aujourd'hui,
Donc, je vais continuer de la présenter. Elle est directrice du musée Sami de Karasjok, de l'association muséale Rido Duardo Museat en Norvège. Et elle est également chercheuse associée à la faculté des études autochtones et à la faculté des arts, département des études finnoises, ainsi qu'à l'Institut des sciences du développement durable d'Helsinki. Ses intérêts de recherche sont plus particulièrement les méthodologies de recherche autochtone, le savoir traditionnel, l'éthique de la recherche, la diffusion au niveau communautaire du savoir traditionnel, l'autonomisation des communautés samis, la construction de sa capacité, ainsi que l'élaboration et la mise en application d'approches autochtones dans la recherche. Alors, l'article de Jelena Porsanger, le rapatriement d'un tambour sami du XVIIe siècle dans un musée autochtone sami, revient sur le contexte de conscientisation des pratiques muséales en Suède, en Finlande et en Norvège, au regard des politiques sami de revitalisation culturelle. Donc, ce tambour est le premier objet, la première entité cérémonielle revendiquée par les Samis auprès d'un pays étranger, ce qui rend le récit de ces expériences tout particulièrement précieux du point de vue des leçons que l'on peut en tirer. L'article souligne la relativité des perspectives se rapportant au contexte d'acquisition des objets, notamment lors des périodes d'expansion coloniale. Donc, le texte illustre enfin la nécessité de documenter davantage les collections en collaboration avec les communautés, notamment pour le potentiel suscité auprès des jeunes générations. Donc, Jelena ne pouvait pas être présente, mais donc, elle m'a fait parvenir un petit texte que je vais vous lire et que j'ai traduit en français avec son autorisation. Alors, en janvier 2022, le musée Sami de Karasjok, nord de la Norvège, a appris que la propriété du tambour de 400 ans ayant appartenu à Anders Poulsen avait été transférée au Sami. Le tambour a officiellement été rendu par le Musée national de Copenhague au Danemark au peuple Sami. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont œuvré pour que le tambour redevienne la propriété des Samis depuis 1979, date à laquelle le musée l'a reçu en prêt du Danemark. En 2006, le musée Sami a présenté une demande officielle de restitution du tambour au Musée national de Copenhague, malheureusement sans succès. L'accord de prêt du tambour avait été prolongé de 10 ans. À l'expiration de cet accord en 2016, le musée Sami s'est retrouvé seul face au Musée national de Copenhague, car le soutien politique n'était pas suffisant à l'époque. Les exigences du musée national étaient alors considérables, comme l'acquisition par exemple de vitrines dotées de fonctions de contrôle sophistiquées et coûteuses et des visites d'inspection depuis Copenhague, le tout aux frais du musée Sami. Grâce à ce processus, à travers ce processus, le musée était prêt à exiger le transfert de la propriété du tambour avant la fin de la nouvelle période de prêt de 2020. La communauté locale a exprimé son soutien, tout comme le conseil d'administration de la fondation du musée et le Parlement Sami de Norvège. Finalement, le musée a négocié le soutien du ministère de la Culture et de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Finalement, le ministre danois de la Culture a approuvé le transfert de propriété du tambour d'Anders Poulsen au Sami Museum de Karasjok en janvier 2022. C'est la première fois dans l'histoire qu'un objet du patrimoine culturel Sami est rapatrié de l'étranger au Sápmi, la terre du peuple Sami. Le tambour a été le personnage principal de l'exposition du 50e anniversaire du musée Ryoktot, le retour des tambours Sami, ouverte en avril 2022 au musée Sami de Karasjok. Donc voilà, donc c'est aussi un texte qui nous permet de voir un petit peu un processus de rapatriement qui, là, a finalement réussi et est abouti de façon positive pour justement pour les Samis. L'article suivant a été, en fait, donc je vais laisser la parole à Gabrielle Paul pour parler de l'article que l'on a coécrit avec Julian Witham et moi-même. Donc, Julian Witham est anthropologue, donc il a travaillé dans le cadre du projet Nikanishk et maintenant coordinateur de l'interprétation au Upper Canada Village. Et Gabrielle Paul est une Pequogaminu Chkwe, diplômée de l'Université de Montréal en sciences politiques et en études féminines des genres et des sexualités. Elle est reporter spécialisée pour Espace autochtone de Radio-Canada, où elle a travaillé depuis 2018. Donc,
Je pourrais revenir un petit peu sur l'article si besoin, mais je vais laisser d'abord la parole à Gabriel parce que je préfère voilà, lui laisser la parole sur ce processus-là. Et donc, l'article revient en fait sur des activités que nous avions menées à l'époque dans le cadre du projet rapatriement avec les jeunes de l'école secondaire de Machteliat, Kessinomamou. Donc, voilà, je laisse la parole à Gabriel. Merci, Carole. Bonjour tout le monde. Donc, c'est sûr que moi, en fait, j'ai participé à l'article en tant que participante au projet Nicaniche. Puis, Carole, n'hésite pas si jamais tu veux apporter des précisions sur ce que je dis, parce que c'est sûr que pour moi, mon rapport face à ce projet-là, puis le processus de rapatriement en général, c'est quelque chose qui est très personnel et chargé émotionnellement. Donc, pour revenir un peu situé sur en quoi consistait ma participation à ce projet-là. Donc, c'était en 2013, donc ça va faire 10 ans dans les prochains mois déjà qu'on a participé à ça. Donc, moi, j'étais à l'école Kessinomamou, l'école secondaire de Massé-H à ce moment-là. Puis, avec d'autres jeunes de mon école, on a été approchés pour étudier des objets qui étaient au National American Museum of Indian. Je ne suis plus certaine du nom, Carole, là, tu pourras me reprendre. Donc, c'est ça. Donc, avec le musée amérindien, il y avait Louis Siméon et Carole qui nous accompagnaient tout au long de ce processus-là. Donc, on nous a présenté des objets d'abord qui étaient situés à ce musée-là à Washington, D.C. Puis, on a dû choisir 2 de ces objets qu'on allait par la suite étudier une fois là-bas, photographier et tout ça. Moi, personnellement, j'avais choisi un manteau de cuir d'orignal, puis une carte sur un morceau d'écorce. Ça a été une grande réalisation, je dirais, pour moi, d'entrer en contact avec ces objets-là sur place à Washington, parce que ça incarnait des aspects culturels dont j'étais consciente, mais qui étaient difficilement discernables dans ma réalité quand j'étais plus jeune. Par exemple, la carte, ça démontrait clairement une connaissance profonde du territoire de mes ancêtres. C'est quelque chose que j'étais au courant, qu'on m'a répété toute ma vie, mais qui était difficile à incarner. Puis cette carte-là, pour moi, de voir clairement que ces ancêtres-là, oui, connaissaient bien le territoire, qu'ils n'avaient pas besoin de l'avoir vu du ciel pour pouvoir le dessiner. Puis ça démontrait une grande compréhension, puis ça rendait ça beaucoup plus réel pour moi. Pour ce qui est du manteau, le fait que ce manteau-là ait été porté, puis Carole a travaillé plus tard dans un autre article sur ce manteau-là, tu sais, qu'il y ait des photos justement d'hommes de ma communauté qui l'ont porté et qui aient du vécu. En tout cas, c'est quelque chose qui est difficile à moi, pour moi de mettre en mots, mais qui est très, très chargé émotionnellement. Puis, je dois dire aussi qu'avant ma participation à ce projet-là, tout ce qui était musée et leur contenu, c'était très désincarné pour moi, parce que le musée amérindien de Massé-H, je l'avais fréquenté souvent étant jeune, mais on n'avait pas de contact direct avec les objets qui étaient dans ce musée-là. Donc, d'être à Washington, puis d'avoir des objets de ma communauté et de pouvoir travailler directement avec eux, c'était quelque chose qui a été très, très formateur pour moi personnellement, puis je dirais même spirituellement aussi. On a vécu des choses à Washington, on en parle un peu dans l'article, très, très fort. Par rapport à un Tewigan, un tambour qui ne faisait pas partie des objets qu'on était là pour étudier, mais qu'on a pu entrer en contact avec, et c'était très, 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 très puissant. Je n'ai pas d'autres mots pour le dire. Donc, oui, en somme, pour moi, la participation à ce projet-là, ça a vraiment permis d'entrer en contact avec le passé, mais avec le présent aussi, parce qu'on a créé des liens entre les jeunes qui étaient là, puis avec les accompagnatrices qui étaient avec nous aussi. Puis même, je dirais que plus tard, parce qu'il y a aussi des jeunes de Kitty Gansby qui ont fait ce même processus que nous. Et plus tard dans ma vie, quand je suis entrée en contact avec des jeunes qui avaient fait cette participation-là au projet Nicaniche, aussi de cette communauté-là, ben, ça m'a permis d'avoir de bonnes relations avec eux, puis de pouvoir connecter à ce sujet-là, puis d'avoir eu des expériences similaires par rapport à des objets qui ont appartenu à nos ancêtres.
Donc voilà, c'est pas mal, c'est ce que j'aurais à dire. Carole, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter. Merci beaucoup, Gabrielle. Ben, j'ai rien de plus pertinent à ajouter que tes propos. Je vous inviterai juste à peut-être à le lire. En fait, l'article, il a été, on l'a constitué, enfin, on l'a organisé de façon à ce qu'il présente aussi nos 3 perspectives en tant que Gabrielle, à l'époque, était comme étant une participante des projets, des activités menées avec le musée, le NMLI de Washington, mais aussi en tant que à ce moment-là, agent de liaison, agent de recherche pour Juliane et moi. Et comment est-ce qu'on a perçu ces activités-là aujourd'hui. Et l'article aussi, donc au-delà des perspectives et de ce que ça nous a apporté personnellement et professionnellement, peut-être à différents niveaux, je pense qu'il met aussi un petit peu en lumière les difficultés, les rapports de pouvoir structurels qui continuent à avoir lieu malgré justement la rhétorique collaborative et les pratiques collaboratives que les musées essayent de mettre en place avec les communautés, mais quelles difficultés demeurent finalement pour les communautés à accéder plus facilement à leur patrimoine. Donc c'est ça. Et l'article finit, aujourd'hui encore, il y a certaines expositions, que ce soit ou certaines activités à l'école ou au musée qui continuent d'être réalisées à partir d'objets ou de collections justement qui sont encore à Washington. Donc voilà, donc ça permet aussi de voir finalement sur le long terme la continuité de ces activités-là qui, oui, déjà ont été réalisées il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui encore ont finalement une pertinence et un ancrage toujours au sein de la communauté et avec les jeunes de l'école à différents niveaux. Donc voilà. Donc merci Gabrielle pour le partage de ton témoignage et de ton expérience. Je vais enchaîner sur, parce que le temps file déjà, je vais enchaîner donc sur l'avant-dernier texte. Donc, je vais laisser la parole à Julie Graff qui va nous parler de l'article « L'art contemporain, passeur d'autorité et espace de restitution », étude de 3 expositions d'art actuel au Québec, qu'elle a coécrit avec Gabrielle Marcoux. Donc, Julie est docteure en histoire de l'art et en anthropologie. Elle est stagiaire postdoctorale au Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique à l'UQAM. Gabrielle Marcoux est doctorante en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Donc, je te laisse la parole, Julie, pour présenter l'article. Oui, merci. Oui, donc déjà, je vous présente un peu les excuses de ma co-autrice, Gabrielle Marcoux, qui a des responsabilités parentales qui font qu'elle n'a pas pu être présente ce matin. Mais je parle en nom déjà pour remercier Carole, Eric et toute l'équipe de Revue d'études autochtones pour ce travail magnifique qu'ils ont fait. Mes remerciements aussi à Carmel Adam et Sonia Robertson et Anne-Marie Saint-Jean-Aubre. Donc Carmel Adam qui est directrice du centre d'exposition de Val-d'Or, Anne-Marie Saint-Jean-Aubre qui est au musée d'art de Joliette et Sonia Robertson en fait qui a commissarié le projet artistique dont on parle en fait dans l'article, Acquis ODI, et avec qui on a eu en fait des échanges qui nous ont fait des retours et sans lequel en fait on n'aurait pas pu écrire cet article. Voilà. Et personnellement, je remercie Gabrielle, même si elle n'est pas là, tout simplement parce que ce fut un plaisir en fait de faire cet exercice d'écrire un article à 4 mains. Donc pour vous présenter un petit peu l'article, donc déjà en fait, c'est un article qui a commencé au début à l'origine avec une visite de l'exposition de tabac et de foin d'odeur, là où sont nos rêves, donc qui a été commissariée par l'artiste, commissaire et sociologue Wendat Guy Siwi-Durand au musée d'art de Joliette en 2019. Et à la base, donc je suis allée visiter cette exposition avec Gabrielle. C'était censé être une simple activité de fin de semaine, hein, c'était musée et brunch ce jour-là, on était dans le monde avant Covid. Et sauf que ça a été en fait le catalyseur pour une belle discussion entre nous deux, au croisement en fait un peu de nos intérêts respectifs. Donc moi pour la muséologie, Gabrielle pour toutes les questions liées à la territorialité dans les arts contemporains autochtones. Et en fait l'invitation
l'exposition de Carole, qui est arrivée à peu près au même moment, a permis en fait, a été l'occasion de mettre en commun un petit peu ses intérêts, ainsi que nos expériences de visite respectives, puisque moi j'avais eu la chance en fait l'année avant de visiter l'exposition à Kiodei, cicatrice de la terre-mère, donc qui a été présentée au centre d'exposition de Val d'Or en 2018, qui est donc commissarié par l'artiste thérapeute Inou Sonia Robertson. Et Gabrielle avait été beaucoup marquée, elle, par son expérience du projet artistique et de l'exposition Rayons de soleil au coin du feu de l'artiste afro-canadienne Kapwani Kiwanga, qui était tenue en fait au Musée d'Art de Joliette en 2018. Et donc cet article revient en fait sur ces 3 expositions et un peu par un travail de mise en commun et d'écriture à 4 mains avec justement les contributions de plusieurs personnes qui ont participé à ces projets artistiques et à ces expositions. On a essayé justement de nous interroger un petit peu sur les manières dont l'art contemporain participe à la décolonisation des modes d'être en relation. Je pique un petit peu ton expression, Carole. Donc des relations avec les objets, des relations avec les communautés et des relations en fait avec les territoires sur lesquels les musées d'art de Joliette et le centre d'exposition de Val d'Or se situent. Et donc ces expositions et surtout les projets artistiques qui sont associés à ces expositions viennent en fait questionner, déconstruire, déplacer une autorité muséale qui a historiquement marginalisé les savoirs et les expertises autochtones. Et donc par cet article, par nos réflexions, nous avons voulu analyser justement le potentiel, mais aussi les limites jusqu'à un certain point de l'art contemporain dans la réappropriation de l'autorité muséale et des représentations, selon en fait des stratégies artistiques qui sont situées in situ, qui sont ancrées dans le relationnel et qui invitent en fait à la réflexion et à la mobilisation non seulement des institutions, mais aussi de leur public, justement pour arriver en fait à des processus de décolonisation et de réconciliation. Voilà. Et plutôt que de vous refaire tout l'article, je vous invite à aller le lire, à aller voir un peu nos conclusions, et je vous souhaite une très bonne lecture. Merci. Merci Julie. Merci pour cet article qui élargit justement les perspectives du rapatriement des collections à d'autres formes de relationnalité, donc notamment plus particulièrement à travers les expositions artistiques. Et donc c'est également le cas du dernier article que j'ai le plaisir de présenter, donc qui se concentre lui sur les ressources phytogénétiques, donc un tout autre domaine, mais justement extrêmement pertinent pour les aspects comparatifs des démarches. Et donc cet article a été rédigé par Ingrid Hall, qui devait être présente également, mais suite à des obligations dans le cadre de la COP 15, donc la conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Donc ces obligations la retiennent aujourd'hui. Donc je vais présenter Ingrid et un résumé de son article. Donc Ingrid Hall est anthropologue et professeure agrégée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Ses travaux relèvent de l'écologie politique et ses principaux terrains sont situés dans les Andes péruviennes. Ces dernières années, ses recherches ont porté sur les pratiques et politiques de conservation des variétés paysannes de pommes de terre par différents acteurs, depuis le local jusqu'à l'international. Elle s'est ainsi intéressée à la façon dont la catégorie des savoirs locaux est mobilisée avec la publication de l'ouvrage « Les savoirs locaux en situation ». Un ouvrage sur l'émergence des droits bioculturels est à paraître au printemps 2023 avec Monsieur Girard et Frisson, avec F. Girard et ses frissons. Pardon. Donc, c'est ça, son article « Rapatrier le matériel phytogénétique, en revenir aux semences ». Je suis très contente qu'il fasse partie de ce numéro-là. Donc, en résumé, la question du rapatriement des landrace, variétés paysannes, auprès des communautés autochtones et locales qui les ont domestiquées, sélectionnées et continuent encore à les cultiver est au cœur de cet article. Ces 25 dernières années, face à des institutions internationales frileuses, différents acteurs se sont mobilisés, en dehors mais également depuis ces mêmes institutions, pour que ce terme soit adopté. L'auteur propose ici d'analyser ce processus en termes de controverse scientifique, dans le cadre de laquelle les différents acteurs ont ouvert un espace de dialogue et de négociation autour de la gouvernance des ressources phytogénétiques à différentes échelles, globale, nationale et locale. La réflexion porte en grande partie sur le cas pionnier
de la pomme de terre, mais l'auteur ne s'y est pas restreinte. Cet article s'intéresse aussi à la façon dont ces débats contribuent à déconstruire le commun global constitué pour les ressources phytogénétiques dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, en opérant un double processus de reterritorialisation et de rematérialisation. Ces ressources redeviennent ainsi peu à peu des semences ancrées territorialement, historiquement et culturellement. Donc, ce qui m'intéressait beaucoup par rapport à cet article-là, dans le cadre de ce numéro, c'est que l'analyse d'Ingrid est tout à fait originale dans le cadre du rapatriement de ressources phytogénétiques et elle explore des enjeux qui sont relatifs à leur statut juridique et culturel. L'article démontre les modalités à travers lesquelles le rapatriement et les débats associés peuvent contribuer à reterritorialiser ces ressources-là, mais elle soulève également des réactions émotives suscitées par ces processus et le renouveau culturel de pratiques locales qu'ils peuvent stimuler. L'article revient également sur la polysémie et de la terminologie utilisée dans le cadre du rapatriement et introduit l'utilisation autochtone de la notion de rematriement, repatriation en anglais. Celle-ci convoque la relation au territoire, des communautés et non pas des États, ainsi que la notion de terre-mère étant à favoriser une conception plus holiste de la conservation, ancrée tout autant socialement que territorialement. Donc voilà, donc là, on vient de faire un grand tour des différentes contributions du numéro et il est déjà, j'allais dire 17h15, il est déjà tard. Donc, je laisserai peut-être davantage la parole s'il y a des questions, des réflexions, des commentaires. Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas de est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour les auteurs, les autrices? Bonjour, si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui, parfait. Simplement vous remercier Carole, bien sûr, Laurent, tous les contributeurs pour ce nouveau numéro. Il faut vous féliciter pour ce nouveau départ pour la revue sous un nouveau nom et une nouvelle approche jusqu'à un certain point. Je pense que, évidemment, il y en a certains qui me connaissent. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis conseiller aux affaires autochtones au Musée de la civilisation ici à Québec. Et toutes ces publications, ces travaux seront certainement très utiles dans le cadre de mon travail, puisque dans le cadre d'un musée comme le Musée de la civilisation, qui est un musée d'État, l'enjeu de la décolonisation est quand même très important et la question des collections et du rapatriement est un pilier central de cet enjeu-là. Donc, je veux vous remercier simplement pour tout ce travail-là, d'avoir réuni une somme très, très précieuse d'informations en un numéro qui permettra certainement d'éclairer beaucoup nos démarches. Évidemment, il y a aussi le rapport dont il a été fait mention de l'Association des musées canadiens qui engage évidemment au rapatriement de manière très, très proactive. Je ne sais pas si quelqu'un aura un commentaire à ce sujet-là, mais le mot d'ordre, c'est de rapatrier et d'inciter et d'encourager les communautés à se prévaloir de ce droit-là avant d'envisager d'autres modalités de gestion des biens culturels, des collections, que ce soit par des modèles intermédiaires dans lesquels les musées conservent les objets pour le compte, par exemple, de certaines communautés. Évidemment, il y a... D'ailleurs, je m'étais identifié un point, j'essaie de le retrouver, mais
Est-ce que il y a des commentaires sur ce fameux rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps où il y a définitivement des propositions très, très ambitieuses et le rapport le dit lui-même que ça peut prendre un certain temps avant de mettre en œuvre tout ce qui est proposé. Mais on est face souvent à la question de savoir comment justement gérer des situations dans lesquelles les objets font l'objet de débats sur leur affiliation. Et voilà, où est-ce qu'on peut se situer dans cette dynamique-là qui incite au rapatriement de manière très proactive. J'oublie le détail de ma réflexion dès le départ, mais voilà, je vais m'arrêter là si des personnes veulent réagir. Merci Mathieu pour ce commentaire. Puis, je dirais juste qu'une chose qu'on a voulu faire avec ce rapport-là, le Conseil sur la réconciliation veut absolument que les musées deviennent proactifs. Il ne faut pas attendre qu'on vienne frapper à la porte. Si on a des liens possibles, s'il y a des gestes à poser, si on est courant de quelque chose, et même si on ne connaît rien sur certains cas, certaines communautés, il faut approcher les gens, il faut aller voir comment on peut intervenir avec eux, comment on peut travailler ensemble pour arriver à leur donner accès, fierté et réappropriation. Et puis, les communautés doivent savoir aussi, parce qu'on veut vraiment que ça touche autant le milieu de l'éducation que le milieu communautaire en général, que ces sont possibles, ces retours de connaissances, ces retours de biens sont possibles. Et ce n'est pas au détriment l'un de l'autre, c'est de travailler ensemble et de trouver des solutions qui pourront donner la proximité qu'il faut aux gens concernés et que les musées se servent des outils qu'ils ont pour y arriver. Alors, on veut que ce soit un rapport facilitateur, finalement. Mais on veut que les choses changent. En tout cas, en gros. Merci beaucoup, Marie-Paul. Ben, moi, je dirais peut-être juste, après, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais je pense que par rapport aux recommandations et aux normes qui sont avancées dans le rapport, je pense que ma position est toujours la même, dans le sens où il y a des recommandations qui sont essentielles, notamment au niveau de la législation, au niveau de revoir la notion de contrainte aussi, qui est importante, au niveau évidemment de débloquer des fonds, parce que ce sont des procédures évidemment qui coûtent énormément. Au-delà des coûts émotionnels, des coûts, il y a vraiment des coûts financiers qui tout simplement empêchent en fait ces procédures-là. Quant à la notion de... il y a aussi le fait de ne pas imposer le fardeau aux communautés, le fardeau de la preuve, j'entends, et ça c'est vraiment important. Et en même temps, ce que j'ai trouvé peut-être pas très clairement établi, c'est que justement, au-delà de ce fardeau de la preuve, qui évidemment doit vraiment être soulagé des communautés, parce que là aussi, ce fardeau de la preuve, c'est du temps, du personnel, de l'argent que les communautés n'ont pas toujours. Mais dans quelle mesure, justement, on va leur laisser la possibilité, justement, d'apporter leurs propres preuves et pas uniquement se baser sur les preuves qui sont apportées par les musées, justement, auxquels on fait les demandes de rapatriement. Ça, c'est un point qui ne me semblait pas tout à fait nécessairement très bien spécifié ou peut-être que je n'ai pas bien lu toutes les petites lignes. Mais c'est ça, moi, ce fardeau de la preuve, évidemment, est vraiment à soulager des communautés, mais vraiment dans la mesure où on laisse toujours la possibilité aux communautés d'apporter
leurs propres preuves, notamment au niveau des traditions orales, et pas juste de se baser sur les preuves qui sont apportées par le musée et par les spécialistes justement des procédures de rapatriement du musée. Et ça, je pense que c'est peut-être le dernier point sur lequel aussi je me posais un petit peu la question par rapport à la législation. C'est important d'avoir une législation solide qui soutient le rapatriement et qui donne aux communautés, aux nations, vraiment un cadre légal bien établi. Mais je pense encore là que j'ai l'impression que pour travailler sur les questions de catégories, de normes, des lois et des politiques, de réussir à négocier en fait un cadre qui facilite ces processus-là pour les communautés, mais qui leur laisse quand même toujours une marge de manœuvre dans la façon dont elles peuvent interpréter elles-mêmes en fait leur patrimoine. Donc ça, c'était vraiment ce qui a trait aux questions des catégories des objets, même l'affiliation culturelle, etc. Donc, c'est pas évident parce que je pense que c'est vraiment un jeu d'équilibriste dans la façon de justement d'essayer d'encadrer ces procédures pour qu'elles ne soient plus nécessairement au cas par cas et laissées à la bonne volonté des directions, mais en même temps de laisser aux communautés, c'est ça la possibilité quand même d'avoir une véritable gouvernance dans la façon dont elles interprètent et identifient leur propre patrimoine en fait. Voilà. Merci. Éric? Juste une mention, Carole. Alors, ce que tu viens d'exprimer est tout à fait au cœur de ce qu'on a voulu rendre aussi dans le rapport. Je ne sais pas à quel point ça ressort adéquatement, mais la perspective des nations prime et ce n'est pas une affaire des musées, c'est l'affaire du patrimoine autochtone qui doit être mis de l'avant dans la perspective des communautés. Tout à fait. Les musées doivent être facilitateurs dans l'affaire. Peut-être juste, est-ce qu'on parle bien du rapport là, porté à l'action, c'est ça? Le rapport du musée canadien. Donc, je vais mettre le lien dans la discussion. Les gens pourront, s'ils veulent, plus tard, peut-être consulter le rapport, là, qui est quand même assez détaillé. Donc, c'est vraiment en réponse à l'appel de l'action numéro 67 du rapport de Commission de vérité et réconciliation, c'est ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à ces commentaires ou d'autres questions pour les autrices et les auteurs? Eh ben, on est parfaitement dans les temps. On ne pouvait pas faire mieux. Question parfaite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente et présent. Et je remercie encore une fois Éric pour toute cette organisation de l'ombre que je tiens vraiment à mettre en avant. Merci aussi à Laurent, puis à toutes les autrices, les auteurs de ce numéro-là. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été présente et présent pour ce lancement en ligne qui permet du coup, malgré le fait qu'on aurait aimé quand même tout cet ensemble, le fait de pouvoir se voir virtuellement aux quatre coins du monde. Donc, oui, merci tout le monde d'avoir participé.